Très bien. Bon, merci Bernard d'avoir fait cette introduction. Donc, nous sommes effectivement deux à intervenir aujourd'hui. Moi-même, donc Bernard Guy, je suis médecin généraliste et professeur émérite à l'Université de Bordeaux, après avoir été pendant assez longtemps directeur du département de médecine générale. Et je suis très fier d'être aujourd'hui avec Nicolas Rousselot, qui est donc chef de clinique et qui est la génération montante du département pour remplacer les gens comme moi qui sont sur le départ. Donc, ce que nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter, ce n'est pas une étude particulière concernant les soins de santé primaire, mais c'est plutôt une compilation de différents travaux qui ont été effectués en médecine ambulatoire et qui concernent les soins de santé primaire. Et en particulier, un travail que je vous présente d'emblée de Margot Simon, qui a fait l'objet d'une thèse de médecine générale dirigée par Nicolas Rousselot sur l'évolution et le poids de l'épidémie en médecine générale en Aquitaine durant la première vague. Je vais peut-être laisser à Nicolas le soin de faire cette première présentation. L'idée de cette étude, en fait, c'était d'avoir des données en médecine ambulatoire qui étaient à ce moment-là, donc en mars-avril, on a lancé cette étude. À ce moment-là, les données étaient très peu nombreuses et les tests PCR pour les patients suspects de Covid étaient peu accessibles. Et du coup, nous avons lancé une étude pour suivre l'évolution de l'épidémie et également étudier le poids que cela représentait pour l'organisation des médecins généralistes. Donc, c'est une étude qui a eu lieu d'avril à juillet 2020 et qui nous a permis en fait d'analyser des réponses des médecins généralistes de l'ex-Aquitaine répartis sur l'ensemble du territoire qui devaient remplir tous les jours un questionnaire. On a eu 4000 réponses. Ça correspondait à peu près à 80 000 consultations sur cette période-là. Et en fait, donc on a pu observer la décroissance de l'épidémie. En fait, on a débuté notre étude exactement après le pic de l'épidémie. Donc, on a pu observer la décroissance et puis après une phase de plateau à partir d'avril. D'ailleurs, on a pu observer que nous, on a eu cette phase de plateau qui est apparue 3-4 semaines avant la phase de plateau observée sur les données hospitalières, ce qui est assez logique. Il y a toujours un décalage entre les données ambulatoires et les données hospitalières. Et puis, donc, on a pu également mettre en évidence l'importance des téléconsultations pendant cette période-là en médecine générale, tout particulièrement pour les patients pris en charge pour une suspicion de Covid. Également, nous avions posé des questions sur le ressenti psychologique des médecins généralistes au cours de cette période avec des difficultés qui apparaissaient notamment en milieu rural. Et puis, des médecins qui nous faisaient remonter les difficultés liées au fait de pouvoir accéder au matériel de protection individuelle, masques, gel, des difficultés aussi liées aux nombreux messages qui étaient véhiculés, mais ça peut-être on reviendra après pour les études suivantes qui s'intéressaient plus particulièrement à ces points-là. Merci Nicolas. Alors effectivement, pour rebondir sur ce que disait Bernard Cherubini tout à l'heure, là on voit bien l'intérêt de la recherche en médecine générale et en soins de santé primaire, en ambulatoire, puisqu'on voit bien dans cette étude qu'effectivement les indicateurs ambulatoires étaient en avance par rapport aux indicateurs hospitaliers, ce qui montre bien effectivement l'utilité de ces indicateurs de terrain par rapport aux décisions de santé publique. Et on sait malheureusement que bien souvent les décisions de santé publique sont prises sur des données macro-médicales et hospitalières et pas toujours à partir des données de terrain. Mais c'est un autre débat. Alors, on va aborder le vécu de l'épidémie sous deux aspects, le côté médecin tout d'abord et ensuite le côté patient.
Et je reprends ici une phrase d'une thèse de médecine générale, là aussi, qui montre bien le ressenti un peu difficile qu'ont eu les généralistes dans cette crise, puisque la médecine générale est donc une médecine de premier recours qui offre des ressources intéressantes, surtout dans le contexte sanitaire dans lequel on était, mais la place est parfois effacée derrière les centres hospitaliers, alors qu'il y a un maillage territorial de la médecine générale qui est assez remarquable. Et bien sûr, les généralistes auraient autant aimé être impliqués davantage dans la lutte contre la pandémie, d'autant plus qu'au début, on a dit aux patients, surtout n'allez pas voir votre médecin généraliste, vous risquez d'attraper la Covid, ce qui fait qu'ils ne sont pas venus effectivement ni pour la Covid, ni pour les autres problèmes de santé qu'ils pouvaient avoir, en particulier les maladies chroniques, on va le voir tout à l'heure. Et donc, il y a eu un sentiment d'isolement, d'oubli, voire, mais ça c'est un peu le complexe de l'opprimé, de dévalorisation qui a envahi un peu le monde généraliste. Et bon, cette situation a renforcé ce qu'on savait déjà de la situation très hospitalo-centrée de notre système de santé. Donc, si on va plus dans le détail, et toujours d'ailleurs à partir de ce travail de thèse, il y a un article qui a été publié dans le BMC Family Practice et qui montre, qui analyse le stress et ses déterminants chez les médecins généralistes. Et on voit quand même que, on parlait tout à l'heure du stress des étudiants, mais on voit quand même que le stress chez les généralistes était assez élevé, chez 49% d'entre eux, et parmi eux, très élevé chez 32%. Donc, les facteurs associés à ce stress élevé étaient liés surtout au fait d'être submergé par les informations reçues et surtout par les informations parfois contradictoires qui pouvaient nous arriver à la fois des autorités et bien souvent des médias, l'anxiété des patients qui exerçait une certaine pression sur les médecins, la prise de décision difficile et puis le fait de se sentir isolé, du moins pour les médecins qui n'exerçaient pas dans des structures de soins coordonnés comme les maisons de santé. La diminution du stress était le plus souvent liée à l'absence de conflit de valeurs et la gestion de la pandémie centrée plutôt sur l'hôpital entraînait une difficulté pour les médecins généralistes à trouver leur place dans la gestion de la crise. Autre étude intéressante menée là aussi en France par l'équipe d'Olivier Sanary sur l'adaptation des pratiques et l'organisation des médecins généralistes pour faire face à l'épidémie et au confinement. Sur 5425 médecins, plus de 70% ont modifié leur activité en essayant de donner davantage de réponses par téléphone ou par email et en utilisant bien sûr, en ayant recours aux téléconsultations. Plus de 66% ont augmenté les consultations à distance et plus de 42% ont mis en place une organisation spécifique pour les patients potentiellement porteurs de Covid-19. Et là, on a vu, bien sûr, contrairement à ce que craignaient les autorités, les médecins généralistes organiser leur cabinet avec des files spécifiques pour les patients susceptibles d'être porteurs de la maladie. Les médecins travaillant en groupe pluriprofessionnel étaient plus susceptibles d'avoir changé leur activité que, bien sûr, ceux qui travaillaient dans un groupe monoprofessionnel ou ceux qui travaillaient seuls, ce qui montre bien là aussi l'intérêt de l'interdisciplinarité dans la prise en charge de ces problèmes de santé particulièrement aigus. Donc, quel a été l'exercice des médecins généralistes pendant le confinement ? Donc, dans le cadre du travail mené dans le sud de la France, on a vu que 5% des médecins n'avaient pas travaillé dans la semaine qui avait précédé l'enquête et une bonne partie d'entre eux, la moitié d'entre eux, parce qu'ils avaient contracté la Covid. Pour 90% des médecins, le volume horaire déclaré avait diminué de manière importante, entraînant une baisse du temps de travail moyen estimé de 13 à 24%. Et effectivement, on a vu pendant cette période une activité dans les cabinets qui était réellement moins importante. La majorité des médecins se sont organisés pour assurer le diagnostic et la surveillance de leurs patients concernés par la Covid. 7 médecins sur 10 ont mis en place en particulier des téléconsultations et on va y revenir tout à l'heure. Nicolas, si tu veux intervenir, tu n'hésites pas.
Alors, l'exercice, toujours d'exercice des médecins généralistes pendant ce confinement, la Covid-19 n'a pas été le motif principal des consultations pour un peu plus d'un généraliste sur 10. Donc, effectivement, on n'a pas été submergé par les demandes concernant la Covid, d'autant plus qu'effectivement, le nombre des consultations de routine, je dirais, avait aussi diminué. Les demandes de consultation pour d'autres motifs, notamment les maladies chroniques, le suivi des enfants, les suivis de grossesse, ont chuté de plus de 50% par rapport à l'activité courante pour près d'un médecin généraliste sur deux. Ce qui, à la fois, a posé des problèmes, bien sûr, d'organisation des cabinets, mais aussi pose un problème de santé publique parce qu'on sait bien que dans ces maladies chroniques, dans ces suivis d'enfants et dans ces suivis de grossesse, ou même dans le dépistage des cancers, il y a eu certainement des retards à la prise en charge qui ont probablement été préjudiciables, mais qui n'ont pas été forcément chiffrés. Les demandes de soins liées à la santé mentale, par contre, ont été en augmentation chez la moitié des médecins, et ça correspond bien à ce qui a été dit précédemment sur les problèmes psychiques liés au confinement. Alors, quelle était la perception des risques et l'opinion des médecins généralistes pendant le confinement? 4 médecins sur 10 jugeaient l'épidémie particulièrement grave, ce qui était un peu moins que finalement dans l'ensemble de la population, puisqu'il y en avait à ce moment-là 7 personnes sur 10. Ils évaluaient en moyenne leur risque d'être contaminés au cours des consultations à plus de 50%, ce qui était effectivement pas loin de la réalité. Lors des consultations, 6 médecins sur 10 estimaient ne pas pouvoir se protéger efficacement pour des raisons que vous connaissez bien, qui étaient liées à la difficulté d'obtenir le matériel nécessaire, masques, surblouses et autres, et 1 sur 3 craignaient de contaminer leurs patients. Au 21 avril, seul un médecin généraliste sur 6 avait effectué un test de dépistage du coronavirus, de façon évidemment variable selon les régions, à la fois pour des raisons géographiques, mais aussi pour des raisons de disponibilité des tests, mais quand même 1 sur 6 ont frémi à voir effectivement que les dépistages avaient été aussi faibles. Alors bien sûr, c'était à une époque où on avait beaucoup moins axé la gestion de l'épidémie sur les tests de dépistage. Toujours sur la perception des risques et l'opinion des médecins généralistes, pendant ce confinement, près de 6 médecins sur 10 faisaient confiance au ministère chargé de la Santé pour gérer l'épidémie et 5 sur 10 pour informer les professionnels de santé. Donc, on voit quand même que malgré tout ce qu'on a pu dire et critiquer de la gestion de l'épidémie par les autorités, on voit que les médecins ont plutôt suivi effectivement les informations du ministère. 2 médecins sur 3 jugeaient que les recommandations officielles étaient claires, mais 2 sur 3 pensaient aussi qu'elles changeaient trop souvent. Et ça a été un réel problème. C'était déjà source de confusion dans l'esprit des patients, mais c'était aussi complexe au niveau des médecins pour effectivement arriver à justifier auprès des patients les variations d'opinion ou d'attitude d'un médecin à l'autre et les changements d'une période à l'autre. Plus de 9 médecins sur 10 estimaient que le confinement était efficace pour atténuer l'épidémie et évidemment, l'évolution de l'épidémie a montré la justesse de cette analyse. Quelle était la place de la téléconsultation pendant l'épidémie, notamment pendant le confinement? 75% des médecins généralistes ont mis en place la téléconsultation, alors que c'était moins de 5% avant. Donc, il y a eu un réel bond en avant de la téléconsultation qui a été facilité par l'assurance maladie, qui a été facilitatrice pour la mise en place de la téléconsultation. Vous savez sans doute qu'antérieurement, on ne pouvait envisager une téléconsultation que chez un patient qui avait été déjà vu par son médecin traitant. Et là, bien sûr, l'assurance maladie, pour des raisons de situation épidémique, a élargi les possibilités de téléconsultation. Sur la première semaine du déconfinement, 7 médecins sur 10 ont réalisé au moins une téléconsultation. Ça veut dire qu'effectivement, il y a eu une réelle mobilisation du corps professionnel. Mais plus de la moitié des médecins généralistes estimaient que l'examen clinique en présentiel restait souvent ou systématiquement indispensable. Alors, bien sûr, le confinement a limité cette possibilité-là, mais beaucoup de généralistes sont restés quand même un peu
dubitatifs quant à la téléconsultation, faute de pouvoir réaliser un examen clinique. Un peu moins de la moitié des médecins ont rencontré des problèmes techniques, donc ce qui montre bien que l'outil est opérationnel. Et un tiers était peu ou pas satisfait, mais à l'inverse, un quart d'entre eux étaient très ou tout à fait satisfaits, ce qui montre bien qu'effectivement, il y a une grande variabilité qui est liée à la fois à des problèmes générationnels, bien sûr, les jeunes médecins étant beaucoup plus à l'aise avec l'outil informatique, mais aussi des problèmes de prise en charge des patients. Quelle était la perception et l'opinion sur le rôle des généralistes au sortir du confinement? 2/3 des médecins généralistes considéraient que le protocole d'identification et de notification auprès de l'assurance maladie des personnes contacts de patients infectés était approprié. Alors effectivement, ce système, ce protocole était un peu complexe, mais finalement, il a montré son utilité et il a été adopté par beaucoup de médecins généralistes. Un tiers d'entre eux exprimaient quelques réticences face à la complexité du dispositif, à la responsabilité qui était endossée par les médecins généralistes, et certains trouvaient que ça ne faisait pas partie de leur mission, ce qui peut être d'ailleurs discuté. La très grande majorité des médecins s'estimaient efficaces pour inciter leurs patients à respecter les mesures barrières, et ça, je crois que la proximité avec les patients et l'empathie qui règne au niveau de la relation entre le médecin-patient de proximité a permis effectivement de faire passer ces messages. Ils étaient favorables à la généralisation du port du masque pendant le déconfinement. Je vous rappelle que ça, c'était en 2020 et bien sûr, la suite des événements a montré l'utilité du port du masque. 3 médecins sur 4 déclaraient avoir accès aux tests facilement et rapidement pour leurs patients. Donc, c'est montré qu'effectivement, le système s'était déployé de manière satisfaisante. L'activité des médecins généralistes après le confinement, le nombre des consultations par jour marquait une reprise d'activité, mais plus de la moitié des médecins déclaraient encore une baisse de volume horaire hebdomadaire, donc il y a une reprise, mais assez lente. Cette moyenne et cette baisse était moindre, bien sûr, pendant le confinement et estimée entre 3 et 7,5%. Pour 9 médecins sur 10, les consultations ayant pour motif de coronavirus représentaient moins de 25%. Donc, on a vu, après le confinement, la reprise des consultations pour les maladies chroniques ou les suivis divers. Un rattrapage était observé pour les consultations liées donc aux maladies chroniques, pour le suivi ou pour les complications, et les demandes, bien sûr, de soins liés à la santé mentale restaient très fréquentes. Pour plus de la moitié des médecins, les suivis d'enfants étaient quand même moins fréquents, et donc ça pose quand même un problème, notamment avec des retards de vaccination qu'il va falloir combler prochainement. Alors, maintenant, l'aspect côté patient, l'épidémie vue, le confinement vu côté patient. Donc là aussi, un état des lieux sur le fait que l'épidémie a entraîné une véritable crise sanitaire et un confinement obligatoire. Et donc, il y a eu un impact sur les soins de santé primaire assez net et ça a bousculé les habitudes et les comportements des patients en matière de santé, et en particulier au tout début de la maladie où les patients ont déserté les cabinets médicaux. Et ceci pourrait marquer un changement profond dans les comportements de santé de la population. Alors, vous savez, on dit rien ne sera plus comme avant, et on se dit qu'effectivement, la télémédecine va peut-être s'installer durablement avec les inconvénients que je signalais tout à l'heure. Il faudra être extrêmement prudent sur, effectivement, ces changements de mode de consultation. La crise sanitaire a été très anxiogène, et ce qui soulève encore plus l'importance des soins de santé primaire pour assurer la continuité des soins, la proximité et une relation médecin-patient la plus empathique possible. Le vécu, la perception des soins et les comportements de santé des patients. Donc, c'est une étude qualitative sur 20 patients interrogés. L'arrivée de la pandémie et la médiatisation ont été particulièrement angoissantes, conduisant à une forme de méfiance vis-à-vis des médias et des autorités, ce qui suscitait un dialogue assez important avec les patients pour essayer de faire passer les bons messages face à ce foisonnement d'avis parfois divergents.
Lors de la première vague, certains patients ont renoncé aux soins, on l'a vu, notamment en raison du risque de contamination. Et dans le même temps, des patients ont dû faire face à des annulations de soins avec la crainte d'un retard de prise en charge. Dans ce contexte, évidemment, la téléconsultation a eu un essor important. Lors de la deuxième vague, les patients avaient moins de réticence à consulter, d'autant plus que les messages des autorités incitaient à nouveau les patients à consulter en cabinet. Mais cette crise sanitaire a fait naître une forme d'empathie envers les professionnels de santé. Là, je nuancerai un petit peu cette assertion parce que c'était surtout l'appel de 20 heures pour les hospitaliers, mais pas forcément pour les médecins de premier ordre. Dans ce climat très anxiogène, les patients soulignent l'importance d'une relation de confiance avec le médecin généraliste et c'est bien ça l'intérêt et une des caractéristiques fondamentales de la médecine générale et des soins de santé primaire. L'impact psychologique du confinement, bien sûr, là aussi on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur les symptômes de détresse psychologique retrouvés dans la population dans plus de 72% des cas, avec comme facteur de risque le sexe féminin, l'âge entre 18 et 25 ans, le fait de vivre seul, d'être au chômage et d'être porteur d'une maladie chronique, et particulièrement, comme ça a été souligné tout à l'heure, en population étudiante avec des signes de détresse psychologique de plus de 54 à 66%. En population pédiatrique, il y avait aussi des signes de dépression dans 22% des cas et des signes d'anxiété. Donc, c'était effectivement un impact aussi chez les plus jeunes. Les modifications comportementales des adultes confinés et le retentissement psychologique, il y avait une tendance à l'augmentation de consommation des toxiques et l'utilisation plus importante des écrans avec l'apparition de troubles du sommeil. Les scores d'anxiété et de dépression, ça a été aussi souligné, étaient significativement plus élevés chez les femmes, âgées en particulier de 18 à 50 ans, sans activité professionnelle et avec un bas niveau de scolarité. L'anxiété était plus importante pour les veufs ou pour les personnes confinées avec enfants et les scores de dépression étaient plus élevés pour les personnes vivant en appartement, pour les personnes n'ayant pas accès à une terrasse ou un jardin et pour les personnes confinées avec un parent ou une famille proche. Alors, pour terminer, je voudrais rendre compte, bon, les instances de médecine générale, notamment le CNGE, le Collège national généraliste enseignant, se sont exprimés à l'occasion de cette pandémie pour exprimer effectivement l'intérêt de recentrer la prise en charge et la gestion de la pandémie vers les soins de santé primaire, et donc en disant qu'il était nécessaire à la médecine de première ligne de jouer son rôle et en rappelant effectivement l'intérêt d'avoir les moyens de protection efficaces pour gérer les patients, d'inciter les patients à contacter leur médecin traitant pour leur suivi habituel et surtout de ne pas les en décourager, d'inciter les patients suspects à consulter en première ligne et ne pas encombrer, sauf urgence, les centres hospitaliers et de permettre aux médecins généralistes d'avoir un accès rapide au 15 avec un numéro dédié en cas de nécessité. La généralisation du dépistage et du fonctionnement pertinent du système de santé utilisant les soins de santé primaire de manière systématique plutôt que d'aller directement en troisième ligne en soins tertiaires. Et enfin, dans le communiqué toujours en mai 2020, donc les choses se sont améliorées par la suite, mais la stratégie nationale fait le pari que l'identification puis la déclaration des cas contacts par les médecins généralistes auprès de leur CPAM participera à éviter une deuxième vague épidémique. Ça a été partiellement confirmé. Les bénéfices et risques de cette stratégie ont été discutés et sont encore source d'interrogation. Mais cette stratégie ne peut être acceptable pour les citoyens qu'à condition que les professionnels bénéficiant de la confiance de la population, capables d'exprimer le sens de ces démarches et de répondre à leurs questions. Et les médecins généralistes sont au plus près de la population et je ne voudrais pas tomber dans une attitude corporatiste, mais effectivement, l'intérêt de l'approche centrée sur le patient et une responsabilité de santé publique inciterait à recentrer les soins de santé sur les soins de santé privés. Les messages clés de cette intervention, pour dire simplement que
Les soins de santé primaire n'ont pas été d'emblée impliqués dans la gestion de l'épidémie, on l'a vu. La pratique des médecins généralistes ont été assez fortement impactées par la Covid, avec un recours plus fréquent à la téléconsultation. Les demandes de soins liés à la santé mentale ont nettement augmenté. L'impact psychologique du confinement a été marqué en particulier chez les personnes les plus vulnérables. Mais la relation de confiance entre le médecin généraliste et le patient et le rôle de la médecine de proximité mérite d'être souligné. Néanmoins, et ça a été dit tout à l'heure, une stratégie de prévention et d'accompagnement ciblée sur les troubles liés au confinement semble indispensable et ne semble pas forcément être d'actualité dans la situation actuelle. Nicolas, si tu veux rajouter quelques éléments de ta vision de jeune médecin. Non, peut-être juste un mot aussi, parce qu'il y a un certain nombre de travaux dont les données ne sont pas encore publiées, qui s'intéressent aussi aux conséquences sur les prises en charge des autres pathologies que les patients qui ont eu le Covid, parce qu'on a vu que c'était une source d'anxiété pour les médecins généralistes et puis également pour les autorités de santé, qui ont du coup incité dans un second temps à retourner voir les médecins généralistes pour la prévention et l'accompagnement pour les pathologies chroniques. Et il y a un certain nombre d'études là qui cherchent à mesurer les conséquences du confinement en fait sur les pathologies non Covid, avec des événements indésirables importants là qui sont en train qui ont été mis en évidence, avec des décès bien sûr, mais aussi des retards importants dans les prises en charge, que ce soit du fait de renoncement aux soins, mais également des erreurs liées à l'inaccessibilité de certains examens complémentaires, ou également par exemple des erreurs liées à la téléconsultation. On en a parlé tout à l'heure. Il a pu arriver que la téléconsultation ne permette pas d'examiner comme il aurait fallu un patient, et que ça ait conduit à des problèmes dans la prise en charge des patients. Donc là, on va encore avoir d'autres éléments, je pense, dans les semaines et les mois qui arrivent, par rapport à l'impact notamment du premier confinement, qui a été particulier par rapport à ça, par rapport au recours aux soins. Merci.